Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Je suis ravi de vous retrouver pour cette grande édition du journal en langue française avec à la présentation moi-même, Jean Damascène Manishimwe. Le président de la République, Paul Kagame, a nommé un nouveau gouvernement composé de 30 membres, dont les ministres et les secrétaires d'État. Les analystes politiques indiquent qu'il s'agit d'une continuité, mais avec plus d'exigences pour s'accorder aux réalisations de ce quinquennat du président Paul Kagame. Je vous propose à ce propos le point de vue de l'ambassadeur Joseph Mutaboba, ancien diplomate rwandais et également expert de la politique régionale et internationale. 5 ans qui viennent, c'est un mandat assez précieux pour nous et pour les Rwandais en général. Parce que quand vous regardez un pays comme le Rwanda qui a reçu une vingtaine de chefs d'État, 22 chefs d'État et chefs de gouvernement aussi, etc., nous avons... C'est une aubaine, je dois dire. Pourquoi? Parce que ça ouvre les portes à tous les Rwandais pour dire, voilà, des relations qui viennent cimenter ce qu'on avait avant. Et les 5 ans qui viennent, ça veut dire que les portes vont être ouvertes pour les Rwandais, pour aller dans ces pays respectifs et qui peuvent monter, et je voudrais bien souhaiter que ça monte de 22 à plus, à 30, à 50, 55, pour que le Rwandais se sente attiré et se sente interpellé par l'un de ces pays ou tous ces pays pour pouvoir échanger et augmenter les connaissances et augmenter la collaboration entre États africains. Avec ça, nous espérons que nous aurons l'Afrique qui nous convient et l'Afrique pour tous. Et justement, après la mise en place de ce gouvernement qui fait suite à la large victoire du président Paul Kagame aux élections de juillet dernier, les analystes politiques estiment que le leadership du président Paul Kagame est une fierté non seulement pour les Rwandais, mais aussi pour toute l'Afrique. Le leadership du président Kagame, ça il faut le saluer vu l'émergence et l'évolution qu'il a donnée sur son activité, même quand il était comme président de l'Union africaine du 28 janvier 2018 jusqu'au 10 février 2019 et qu'il a un peu géré cette structure africaine-là. J'ai été beaucoup plus marqué par son leadership. Et ce leadership a été très dynamique, évolutif et très visionnaire. Parce que, vu ses actions aujourd'hui, à l'époque, quand il y avait eu des interventions comme des interventions militaires, on faisait toujours appel à l'Occident, à l'ONU. Mais aujourd'hui, il a pu montrer que les Africains peuvent se soutenir. Et en cela, on peut saluer cette force de l'armée qu'il met qu'on peut retrouver en Centrafrique pour remettre la paix. Oui, l'armée pour la paix en Centrafrique, en Mozambique. Alors, on se rend compte que les Africains aussi sont capables, à travers son leadership, de se prendre en main et de gérer leurs affaires sans toutefois aussi attendre l'aide qui vient de l'Occident ou de l'Orient ou je ne sais pas. Donc, pour moi, personnellement, c'est ce dynamisme-là qui fait en sorte que l'on peut saluer tout ce que le président Kagame a pu faire. Aujourd'hui, il aide les pays africains, soit donc la reconstruction de la politique, qu'elle soit aussi dans l'organisation sécuritaire surtout, et comme je l'ai précisé en République centrafricaine, en Mozambique, au Sud-Soudan, et tout cela montre à quel point c'est quelqu'un qui a la vision. Et cette vision, on la voit aussi lorsqu'on entre à Kigali. On voit comment la ville a changé. Kigali a changé. Et pour qu'il y ait ce changement, il faut un bon leadership. Et ce leadership se manifeste par le fait qu'il faut d'abord être un exemple et se mettre aussi en marche avec les autres. Toutefois, l'on peut reconnaître du président Kagame qu'il est quelqu'un qui veut révolutionner les choses. Il veut révolutionner les choses et bon vent à lui et beaucoup de courage. Et ce point de vue est partagé par M. Damien Mouzoun. Il est originaire du Bénin
Et il ajoute que personne n'a le droit de mettre en cause le choix des Rwandais qui se sont prononcés largement en faveur du président Paul Kagame, vu ses réalisations ces 30 dernières années. J'ai vécu longtemps au Ghana et les impacts du président Jerry John Rawlings qui a quand même passé des années à réformer son pays suite malheureusement à un coup d'État. Et il faut avouer que pendant la période de Jerry John Rawlings, pendant 11 ans, il n'y avait pas eu des élections au Ghana. Mais ça a permis quand même à ce pays de l'Afrique de l'Ouest de se positionner aujourd'hui comme un pays phare, même s'ils ont quelques difficultés de nos jours. Mais le nom Ghana a pu quand même renaître après les failles de Kwame Nkrumah. Alors, ce que le président dit en termes d'analyse, s'il faut l'interpréter, vous vous rendez compte qu'on a des pays qui sont différents dans le monde entier, autant ici aussi en Afrique. Il y a des pays où, par exemple la Suisse, c'est chaque année qu'ils ont de président. Et il n'y a même pas de débat là-dessus que chaque année, il y a un nouveau président en Suisse. C'est leur choix. Les États-Unis font 4 ans, renouvelables seulement une fois. Vous voyez des pays comme le Ghana, ils font 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes partis d'un mandat de 7 ans au Rwanda pour arriver à un mandat de 5 ans. La même chose s'est passée récemment au Sénégal, qui a été représenté aujourd'hui par le Premier ministre Ousmane Sonko. Avant, au temps des autres présidents, c'était 7 ans le mandat au Sénégal. Aujourd'hui, ils ont choisi de faire un mandat de 5 ans. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que la démocratie, si telle est définie que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, et avec les réalités que nous vivons aujourd'hui, quand vous voyez par exemple récemment, je crois il y a quelques jours, la question du Bangladesh, c'est le peuple qui s'est levé pour destituer un président et pour faire venir quelqu'un même qui était du dehors pour prendre sa place. Donc ce qui veut dire que si un peuple décide de dire c'est ce que nous pouvons, vous savez 30 ans, nous sommes de la trentaine, mais aujourd'hui on arrive à parler, ça l'est comme si c'est beaucoup d'années, mais c'est quand même pas aussi trop que ça. Et pour changer et ravivre les questions de plaies qui étaient là et qu'il fallait peut-être l'unité nationale pour construire un pays, c'est plus compliqué que ça. Donc ce qu'il veut dire, je crois que l'interprétation de cela, c'est que à un moment donné dans l'histoire des peuples, il faut qu'il y ait des circonstances qui permettent à ce que le Singapour, qui est peut-être le pays phare aujourd'hui, même de nos pays occidentaux, quand vous voyez un peu son histoire politique et son histoire de gouvernance, je pense que l'évidence est là. On n'a pas besoin de passer 1000 chemins pour démontrer qu'il y a des circonstances dans la vie des pays où des situations particulières s'imposent qui exigent une certaine cohésion. Des pays ont décidé peut-être de continuer avec les royaumes, même des pays de l'Occident aujourd'hui, et c'est leur choix. Donc je pense que ce qu'il dit, ça sous-entend cela, et ce que moi, dans mon analyse, j'aurais à ajouter, c'est que si nos pays africains arrivent à un niveau d'indépendance, d'autonomie aussi élevé, je pense que ça permettrait à ce que ce débat n'aurait même pas lieu. Mais malheureusement, parfois, nous nous retrouvons dans des situations où celui qui veut dicter les lois a quand même une certaine force ou une certaine appui qu'il apporte à nos pays, et parfois ça devient une pression. Et c'est pourquoi il a mentionné la question de pression, parce que moi j'ai vu ça au Ghana, et je pense que ce qu'il dit, c'est malheureusement la triste réalité. Vous voyez des pays aujourd'hui qui, à cause de la mauvaise gouvernance, les gens ont dû prendre les armes pour qu'on retourne encore dans des questions de coup d'État. Et place maintenant à notre rendez-vous hebdomadaire, l'entretien de la semaine. Le Rwanda accueille des milliers de réfugiés congolais depuis maintenant plus de 2 décennies. Des réfugiés congolais qui ont quitté leur pays mais qui peinent à pouvoir retourner chez eux. Pour parler de ce problème, je me suis entretenu il y a quelques instants avec l'analyste politique Alexis Nizeyimana, qui commence par nous parler de l'origine même, des racines profondes de ce problème des réfugiés congolais d'expression Kinyarwanda qui se trouvent sur le sol rwandais. Je vous propose de suivre ces explications d'Alexis Nizeyimana. Je dirais que le problème des réfugiés date d'après les années 1994, mais voir
situer ces réfugiés dans le Congo actuel. Il faut remonter avant les années 1880. Durant cette période, il y avait des conquêtes sur tout le continent africain. Les royaumes faisaient des conquêtes et particulièrement le royaume du Rwanda était un royaume, je dirais, très organisé depuis 1200, les années 1200. Et après avoir fait des conquêtes, le roi et ses dignitaires faisaient intégrer les espaces géographiques dans le royaume du Rwanda avec, je dirais, avec des peuplements par les Rwandais pour, je dirais, initier les peuples qu'on avait conquis à la culture rwandaise et à la gouvernance du Rwanda d'alors. Des régions conquises étaient habitées par les Rwandais. Oui, donc on y envoyait des Rwandais pour, je dirais, pour faire l'introduction, bien pour faire la connaissance de la culture, de la philosophie, de la gouvernance du Rwanda. Mais ça, c'est une partie, mais qui est très importante. Par après la découpage de l'Afrique par les Européens, le partage, on a fait, je dirais, beaucoup d'erreurs, mais la plus surprenante, c'est l'erreur de découper les royaumes qui avaient déjà été mis en place pour faire un grand Congo qui était, je dirais, un patrimoine du roi belge. Alors, après ce partage, il y avait aussi les Rwandais qui sont partis pour la recherche, je dirais, des pâturages, pour même aller voir je dirais, les relatifs qui étaient déjà allés bien avant pour, je dirais, initier les peuples qu'on avait conquis. Il y avait aussi des populations qui étaient emportées par les colons belges pour les exploitations agricoles du thé, du café, mais aussi pour les exploitations minières. Alors, tout cet espace qui faisait partie du Rwanda, il y avait déjà des populations rwandaises qui sont déjà allées durant la conquête. Il y avait les populations qui sont allées pour, je dirais, être près de leurs relatifs. Il y avait aussi ceux qui sont allés, malgré leur volonté, par les colons pour les exploitations, pour des motifs économiques, pour des colonisateurs. Oui. Alors, après les indépendances, on s'était convenu que les découpages qui se sont déjà été effectués ne vont pas, je dirais, ne vont pas être renversés pour aller dans des, je dirais, dans des circonscriptions qui étaient déjà en place avant la colonisation. Les frontières devraient être intangibles et devraient rester sur celles que les colonisateurs ont déjà établies. Oui. Alors, l'origine de ce problème, c'est que, après avoir intégré l'espace géographique, la gouvernance du Congo, Zaïre et Congo encore, les dirigeants n'ont pas su intégrer. Ils ont voulu intégrer l'espace géographique, mais expulser les populations qu'on avait déjà tracé les frontières derrière eux. Alors, ça a commencé, je dirais, des querelles entre les tribus. Dire vous parlez Kinyarwanda, c'est dire que vous êtes Rwandais. Les autres leur disaient c'est notre espace géographique. On a tracé les frontières du Congo. Aujourd'hui, Zaïre, on les a tracées déjà, nous étions ici. Il n'y avait personne qu'on a déplacé pour occuper l'espace. Alors, la gouvernance de ce pays qui a changé de nom n'a pas su intégrer les populations dans beaucoup d'autres tribus qui faisaient le Grand Congo, le Grand Zaïre d'alors. Oui, ils étaient un peu marginalisés. Alors, on a eu un génocide contre les Tutsis ici au Rwanda. Ceux qui ont préparé et commis le génocide ont déjà
déjà, je dirais, émigré au Zaïre, en masse, avec des armes, avec, je dirais, tout le gouvernement. Et ils ont été intégrés, je dirais, dans le système politique du Zaïre d'alors. Et peut-être que le gouvernement de ce temps pensait que ils vont revenir bientôt dans leur pays et ils voulaient rester avec l'espace. Mais ça n'a pas été le cas. Et ces gens qui ont fui au Rwanda, après avoir commis le génocide contre les Tutsis, ils ont allé avec l'idéologie génocidaire et ils ont voulu chasser ce qu'ils appelaient aussi Tutsis au Congo pour avoir l'espace à occuper. C'est là que les réfugiés ont commencé à fuir en masse venant ici au Rwanda, le Rwanda qui était déjà, je dirais, qui était déjà sécurisé. Bon, il n'y avait pas je dirais, de développement palpable parce que c'était juste la réparation de ce qui ont été. C'est la reconstruction qui commençait, mais Rwanda a accueilli ces réfugiés depuis ces années. C'est ça l'origine je dirais, de ces réfugiés, de ces milliers de réfugiés qui sont ici au Rwanda. Ces génocidaires, avec ceux qui ont opté leur idéologie, ils ont déjà établi, je dirais, des règles à suivre au Congo, au Zaïre, après au Congo. Et même jusqu'à aujourd'hui, on voit je dirais, l'effet de cette idéologie. On voit les gens qui chassent leurs compatriotes, disant que vous parlez Kinyarwanda, allez chez vous, vous êtes Tutsi, allez chez vous au Rwanda, vous n'êtes pas Congolais. Ce qui fait honte, c'est que ils sont déjà avec ceux qui ont commis le génocide, ils sont aussi rwandais et ils ne chassent pas ces gens qui sont aussi des malfaiteurs. Ils chassent seulement les gens qui pensent que vous êtes Tutsi, vous allez de l'autre côté. C'est cette idéologie, je dirais, aujourd'hui des FDLR qui régit dans l'est du Congo. Mais peut-être on va le voir dans la dimension politique. Et justement, c'est la question qui se pose. Pourquoi ce problème persiste après plus de 2 décennies maintenant? Après avoir intégré je dirais, ces génocidaires et tous les autres Rwandais qui ont fui le pays, mais qui n'ont pas revenu, les Congolais aussi ont vu que certains Congolais ont vu qu'ils pouvaient profiter de cette situation. Ils ont créé de milliers de milices et à les équiper avec les armes. Et ces milices occupaient déjà des espaces miniers, des espaces forestiers, des espaces, donc tous les espaces qui peuvent générer des revenus, ils ont été occupés par des milices et certains politiciens l'ont profité pour établir, je dirais, les lois de jungle. Alors, le problème qui était entre, je dirais, qui pouvait être traité sur les FDLR ou bien les ex-FAR et les Imérams qui étaient avec eux, il a été, je dirais, expandu dans d'autres tribus du pays en se faisant, je dirais, une autoprotection. Ils disent, j'établis une milice pour protéger ma tribu, mais l'idée qui était derrière, c'est j'établis une milice. Je vais dire que je protège ma tribu, mais c'est pour protéger des espaces miniers, des espaces forestiers, des espaces agricoles, pour pouvoir les exploiter sans condition du pays. C'est là qu'on est arrivé à plus de 260, même plus, des milices. Et ce qui est lamentable, c'est que tous ces milices, ils protègent des espaces pour les gens qui sont au pouvoir, mais ils étaient tous convenus d'être contre les gens qui parlent Kinyarwanda.
parce que l'espace qu'ils occupaient déjà était riche en minerais, riche dans des espaces d'élevage, dans des espaces agricoles, riche en des produits forestiers. Ils voulaient alors les chasser pour pouvoir expandre leur espace de contrôle. Et c'est là qu'on trouve tous les milices qui sont contre un seul groupe armé qui est le M23, avec l'histoire depuis le RCD, de CNDP jusqu'à M23. Tous ces milices, 200 et plus, ils sont contre un seul groupe, mais le gouvernement ne peut pas résoudre le problème de 200 milices. Il se focalise seulement sur un seul groupe armé. C'est la raison pour laquelle ce problème persiste. Il y a les groupes armés soutenus par le gouvernement qui sont contre un seul groupe armé qui revendique les droits, qui lutte pour leur survie. Et tous les autres groupes, je dirais qu'ils sont bénis par le gouvernement, sauf le M23. Ce problème persiste alors parce qu'il y a cette orchestration du gouvernement qui se cache derrière les groupes armés. Aujourd'hui, ils les appellent les patriotes. Mais ils sont contre les compatriotes qui sont en train de lutter pour leur survie. Et ce problème persiste parce que c'était, je dirais, d'un côté, c'est un problème de survie, de l'autre côté, c'était un problème de s'enrichir. Oui. Donc il y a des intérêts économiques qui sont visés. Mais malheureusement, on voit que même la communauté internationale n'est pas prête à agir pour que ce problème soit résolu. Et est-ce qu'il y aurait aussi une main étrangère derrière ces gains, ces intérêts économiques? Effectivement. Voyez, il n'y a pas une usine en RDC qui, je dirais, qui traite le coltan, qui traite l'or, tous ces minerais qui sont en RDC, il n'y a pas une seule usine qui traite ces minerais. Alors qu'ils sont exploités chaque jour. Alors, où vont ces minerais alors? C'est un marché de minerais dont les exploitants, je dirais internationaux, ont besoin. Ils ne sont pas prêts à les lâcher. Ils ne sont pas, évidemment, c'est un bon marché. Je veux dire, c'est un bon marché pour eux. Ils ne sont pas prêts à lâcher ce marché. Et c'est cette main des exploitants internationaux, avec leur gouvernement, qui sont derrière de ce chaos. Ils ne veulent pas que le Congo s'organise pour profiter de ces richesses. Alors, aussi, voyez, tous ces groupes armés, ils ont des armes, ils ont des fusils, ils ont des cartouches, ils ont des grenades. Il n'y a pas une usine ici dans la sous-région qui fabrique ces... Oui, alors c'est un marché d'exploitation, mais aussi c'est un marché pour la vente de ces outils déjà vieux. Pour les Occidentaux, ces outils sont vieux, mais ils veulent en profiter pour en tirer des bénéfices. Ils les vendent pour ces groupes. Le Congo, c'est un grand pays. Si on va des milliers, des millions d'armes, on en tire des profits, mais aussi on se présente à la RDC comme amis. Parce que nous vous procurons des armes, nous vous achetons des produits miniers, des produits forestiers. Alors, ils se font des amis, du pays, mais c'est juste pour l'exploitation et pour en faire un marché pour la vente de leurs armes. Alors Alexis, pour terminer, vu la situation actuelle, la situation politique actuelle, est-ce que vraiment, vu ce qui se fait, est-ce que vraiment il y a lieu d'être optimiste et que ce problème sera d'ici peu résolu? Malheureusement, je ne suis pas optimiste à ce point. Parce que le gouvernement congolais a été l'un des gouvernements reconnus pour rompre des accords, pour ne pas respecter, je dirais, des accords ou bien ce qu'on a... tous les mécanismes. Ils signent, ils se montrent sur des télés, mais après, ils ne mettent en pratique rien.
Rien. Je dirais que c'est une classe politique corrompue, pardon de le dire ainsi, mais c'est une classe politique corrompue, vu que certains membres sont des parrains de ces groupes armés. Ils ne veulent pas que leur source de revenus s'éteigne. Alors, ils rompent tous les accords, mais ils sont aussi, ils sont aussi des manipulateurs de leur opinion publique, de leur population, leur disant que le problème n'est pas congolais, c'est de l'extérieur. Ils accusent le Rwanda, ils accusent l'Ouganda, ils accusent aussi les pays occidentaux qui leur appellent à la raison. Alors, pour que ce problème soit, résolu convenablement, il faut que la classe politique congolaise change. Et ce n'est pas, je ne vois pas d'ici peu que cette classe est vraiment prête à changer. Alors, ça faudra, les forces, que ce soit des forces internes en RDC, les forces provenant de la communauté internationale, pour les appeler à la raison ou pour leur mettre la pression pour que vraiment ils voient que ce problème, c'est le problème congolais. Et ils sont les premiers acteurs à contribuer à la résolution. Les autres viendront pour les soutenir et pour les accompagner. Mais c'est un problème interne de la gouvernance de la RDC. Et voilà, c'était là Alexis Nzeimana. Il est analyste politique de la sous-région, de la politique régionale et internationale également. C'est sur cet entretien que nous allons clore cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine à toutes et à tous et en compagnie de nos programmes.